Christian Nibourel, quelques explications supplémentaires, parce que tout ce qu'on a vu passer là est allé très vite. Mais oui, nous avons changé d'air. Oui, alors que dit ce petit film? D'abord qu'il caractérise les différentes aires sur le plan des modèles économiques, de l'organisation du travail, du mode de consommation et des moyens d'action. Il décrit aussi la trajectoire dans le temps pour arriver à l'ère des services. Il souligne qu'à un certain moment, un secteur ait pu peser plus que les autres dans l'organisation de nos sociétés et de nos vies, mais cela ne veut pas dire, ce serait d'ailleurs un contresens, que l'ère industrielle a gommé l'ère agraire, ou que l'ère des services a gommé l'ère agraire et industrielle, qui prennent aujourd'hui des formes nouvelles à la faveur des évolutions technologiques. Les secteurs productifs, agricoles et industriels sont bien entendu indispensables sur le plan économique pour l'équilibre et la force de notre société. Même s'ils ont toujours existé, les services ont pris aujourd'hui une place singulière dans nos sociétés. C'est cet éclairage que nous souhaitons apporter aujourd'hui. Depuis 30 ans, nous sommes entrés discrètement dans l'ère du service, et j'allais dire dans l'indifférence générale. Alors peut-être que Michel va nous dire qu'il faut du temps pour installer, mais dans l'indifférence générale, et pourtant cette nouvelle ère a pris progressivement le relais des ères précédentes sans que nous en ayons pris conscience. Alors sans doute parce que l'ère agraire et l'ère industrielle, outre nos modes de vie, ont façonné, je dirais, nos environnements. Alors je pense aux paysages, aux routes, aux voies ferrées, à l'urbanisation, aux zones industrielles. L'ère du service, elle n'a pas encore modifié fondamentalement les structures visibles de notre environnement. Moi, je prends le pari qu'aujourd'hui, que l'ère des services, l'ère du service deviendra visible, et je pense par exemple à la ville durable, je pense par exemple à de nouvelles formes de mobilité dans la ville ou à l'extérieur de la ville. Le monde a résolument changé, et si nous voulons gérer notre présent et construire l'avenir, il est impératif d'accepter ce nouvel énoncé. Le monde a changé parce que nous, citoyens consommateurs, l'avons souhaité. On voit les prolongements qui étaient mentionnés par l'étude Sociovision tout à l'heure. Et ce changement d'ère est mondial. Tous les pays développés sont entrés dans cette nouvelle ère, tout comme les pays qui s'industrialisent massivement. En effet, même l'Inde, le Brésil, la Chine, même en Chine, le secteur des services est le premier contributeur de leur valeur ajoutée. Alors aujourd'hui, plus de 80% du PIB français est apporté par le secteur services considéré de façon large, si l'on ajoute les services marchands, les services non marchands et le commerce. Dans l'Union européenne, ce poids est de 76% en moyenne. Si on ne parle que des services marchands en France, c'est 45% du PIB, c'est 10 millions d'emplois, la barre a été franchie au dernier semestre, loin devant les autres secteurs d'activité. Alors, quelles sont aujourd'hui nos attentes et nos valeurs? Comme l'ont souligné l'enquête Sociovision et Marie-Josée Forissier et l'intervention de Michel Maffezoli, les attentes des Français ont évolué, ainsi que la hiérarchie des valeurs individuelles de référence. Les nouveaux modèles de consommation émergent, sont caractérisés par la primauté de l'usage sur la possession. Au vu de ces constats, il faut admettre que la société française est particulièrement prédisposée à l'économie de services. Elle est également prête à embrasser les nouveaux services qui émergent à la faveur de la révolution digitale. Les services, finalement, ont un ADN commun. Quand je parle des services, on m'interpelle souvent sur leur diversité. Alors, nous avons un modèle commun à toutes les entreprises de services, de la banque aux assurances, de la propreté à l'intérim, de l'hôtellerie, restauration ou transport, du conseil à l'informatique, de la santé à la formation et au service à la personne. Toutes partagent ce modèle en s'appuyant majoritairement sur les compétences de femmes et d'hommes qui font la valeur ajoutée du service rendu. Ces marqueurs communs font que nous sommes une famille, ils font notre originalité et distinguent notoirement nos entreprises de celles des autres grands secteurs. Alors je vais vous citer quelques grands acteurs. La valeur ajoutée de leur modèle économique repose majoritairement sur l'expertise de leurs collaborateurs, c'est la valeur humaine ajoutée. La rentabilité de leur modèle économique repose, entre autres, sur la maîtrise des masses salariales. Elles investissent massivement dans la formation et la qualification de ces mêmes collaborateurs. La demande des clients impose, et on l'a vu dans les tendances, flexibilité, adaptabilité, disponibilité, proximité. Le service ne se stocke pas. La diversité de leurs activités offre des débouchés à tous les niveaux de qualification, y compris, et on le reverra tout à l'heure, aux personnes éloignées de l'emploi. Cela fait des entreprises de services le premier lieu d'intégration économique et sociale. Elles innovent massivement
et dans des formes originales, souvent ignorées. Elles exportent selon des modalités propres et concourent positivement à notre balance commerciale, je crois 18 milliards si je prends les chiffres de 2014. Alors pour bien comprendre les services, il faut bien comprendre d'une part leur globalité, d'autre part les enjeux de chacun des secteurs. Cette compréhension attendue des décideurs politiques et économiques garantira la pertinence des décisions prises en matière de réglementation sociale et fiscale, d'incitation ou de normalisation. Méconnaître le modèle et ses originalités, c'est condamner toute politique à l'obsolescence. Cette prise de conscience collective est aussi nécessaire que fondamentale, alors que la révolution digitale révèle et accélère ce passage à l'ère du service. Cette révolution ouvre des champs d'application et des marchés dans tous les secteurs d'activité, certes, et majoritairement dans celui des services. L'arrivée du digital est un mouvement irréversible et accélérateur de création de services. De nombreux services ont surgi et continuent d'émerger à la faveur des évolutions technologiques, à la croisée des disciplines nouvelles. Dans le domaine digital, nous assistons à l'arrivée massive de nouveaux services, plateformes, réseaux, smart grid, informatique dans les nuages, systèmes analytiques de traitement des données de masse, le big data, objets connectés. Ces outils amplifient les possibilités d'expression de nouveaux besoins et de nouveaux comportements, aussi bien en matière de consommation que de relations du travail. Ces nouveaux services apparaissent dans de nombreux domaines traditionnels des services, si ce n'est tous, l'environnement, l'énergie, les transports, la santé, les services à la personne, l'éducation, la formation. Jamais auparavant, nos sociétés n'avaient connu une telle convergence entre les attentes des citoyens, consommateurs, et des entreprises disposant de moyens pour les satisfaire. Cette nouvelle donne impose mouvement et anticipation. Les risques d'ubérisation des entreprises traditionnelles sont bien présents. Est-ce que tous les secteurs sont-ils ubérisables ? Assurément, y compris dans les services, que la nature même de l'activité prédispose à ce phénomène. L'agilité et l'adaptabilité priment aujourd'hui dans la réussite économique des entreprises et particulièrement dans celle des services. Elles sont nombreuses à en prendre la mesure et à réagir, comme nous le verrons dans les échanges de la deuxième table ronde. Les services contribuent à la performance de tous les autres secteurs. Des exemples sont chaque jour plus nombreux d'entreprises qui, par le service, accroissent leur performance et leur valeur ajoutée. À partir du moment où la consommation s'oriente de plus en plus sur l'usage ou la solution par rapport à la possession de produits, c'est bien l'adjonction de service au produit ou de service au service qui permet d'accroître la valeur ajoutée par la montée en gamme. Alors, les exemples ne manquent pas, c'est vrai dans l'agriculture, je crois que Xavier Berlin viendra tout à l'heure, il est là au premier rang, je pense qu'il ne me démentira pas, mais je prends l'exemple de John Deere, le fabricant de tracteurs qui commercialise depuis 2012 My John Deere, qui est une plateforme de gestion destinée aux exploitants agricoles. J'allais dire le tracteur devient l'accessoire, bon, j'exagère un peu, mais c'est quand même la réalité de cette évolution. Michelin ne vend plus de pneus, Jean-Dominique Sénard le dit à chacune de ses interventions, mais des kilomètres d'utilisation. Wissing ne vend plus de balance, mais du bien-être, c'est l'univers des objets connectés et des algorithmes. L'industrie du médicament ne vendra plus de molécules en tant que telles, mais le résultat du traitement de cette molécule. Dans le commerce, Sarenza ne pouvait pas asseoir sa réussite actuelle sans des services de logistique performants. Le succès de leur offre repose sur la rapidité, la flexibilité proposée dans la satisfaction des commandes. C'est vrai aussi dans les services eux-mêmes. Je prends AXA, en assurant les trajets des utilisateurs de Blablacar, fait monter en gamme, d'une certaine façon, la qualité du service proposé et la pérennise. Et je pourrais prendre des exemples dans tous les secteurs, propreté, construction, restauration, commerce, hôtellerie, sécurité, transport. Et nous verrons d'autres exemples encore plus marquants tout à l'heure dans la première table ronde. Mais pour jouer ce rôle moteur, dans la création de valeur, les services se doivent de viser l'excellence et d'être compétitifs. Cette question est majeure pour l'ensemble des entreprises de services, qu'elles opèrent sur des marchés de proximité ou dans des domaines soumis à la concurrence internationale. Mais aujourd'hui, être compétitif dans les secteurs des services n'est pas si simple. Il y a une vraie difficulté aussi en matière de compétitivité coût et de compétitivité hors coût. Alors si je prends la compétitivité coût, nos entreprises sont particulièrement sensibles à l'ensemble des charges pesant sur le coût du travail en raison de la place centrale de l'homme dans leur modèle économique. Alors si ça marche, ouais, c'est pas mal. Et la France
est mal positionnée au niveau européen en matière de coût de main-d'œuvre dans les services marchands. La conséquence directe, c'est quoi ? C'est l'impact sur les marges de nos entreprises et bien entendu sur la capacité d'investissement. Les entreprises allemandes et espagnoles, elles, sont capables de dégager des marges supérieures aux nôtres. Le Royaume-Uni, comme l'Allemagne, et même l'Espagne, nous donnent aujourd'hui des leçons de dynamisme, et l'écart entre ces pays et la France croît rapidement. En matière de compétitivité hors coût, l'innovation, y compris pour accroître la productivité des services, doit faire l'objet de toute notre attention et de notre énergie. Cela veut également dire que des dispositifs comme le crédit impôt innovation doivent s'appliquer aux services, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut également que les dispositifs de financement des innovations, comme par exemple ceux fournis par la BPI, soient plus largement diffusés. Je salue ici le travail de la Commission nationale des services. Frédéric Bredin a piloté ce travail, qui a défini une grille d'innovation servicielle pour permettre aux décideurs d'apprécier ce qu'est l'innovation dans les services. Économiquement, il est indispensable de reconnaître à leur juste valeur l'innovation et la valeur ajoutée du service. Alors, cette évolution passera inévitablement par une meilleure reconnaissance des métiers de service et une valorisation des hommes et des femmes qui les exercent. Pour que les lignes bougent, il appartient aux entreprises de services, nous tous, de faire la pédagogie de nos avantages concurrentiels. Il appartient aussi aux clients et aux consommateurs, exigeant que nous sommes de mesurer justement la valeur d'un service et d'accepter de le payer. En valorisant le service au niveau national, nous construisons progressivement des arguments pour pousser nos avantages sur un marché européen concurrentiel. La France peut prétendre à être championne des services en Europe. Quelques chiffres. En 2013, les services représentent 70% de l'activité économique mondiale. La mondialisation des services est une réalité qui ne cesse de croître, estimée à près de 10% par an d'ici à 2022. Pour plusieurs raisons à cela, la digitalisation des business models, la croissance de la demande des pays émergents, la déréglementation des marchés nationaux. Il faut y ajouter, bien sûr, l'effet des grandes mutations de notre société, comme par exemple l'urbanisation croissante ou l'allongement de la vie. Les marchés de croissance actuels et à venir sont serviciels par nature. Ils sont le terreau du développement de nos entreprises sur le territoire et à l'international. Je citerai la santé de demain. Quand même incroyable qu'aujourd'hui nous ayons les meilleurs médecins du monde en France, les meilleurs, primés d'ailleurs au CES de Las Vegas, chercheurs dans le domaine des objets connectés, et que nous ayons des difficultés à développer la santé numérique. Je pourrais citer la ville durable, la mobilité, les services aux entreprises, les services financiers, les services citoyens, et à la collectivité, le service à la personne, l'éducation tout au long de la vie, la communication et les médias, le tourisme, les rencontres d'affaires, les activités culturelles et de loisirs. Notre pays a su donner naissance à des champions internationaux disposant de places enviables sur les podiums internationaux qui rayonnent dans le monde. Sodexo, je salue Pierre Belon qui a fait une très belle tribune cette semaine et qui n'a pas pu être là puisqu'il est en conseil d'administration et qui est l'entrepreneur que nous connaissons tous avec aujourd'hui, c'est peut-être moins connu, 430 000 personnes dans le monde et qui m'a précédé. Je ne serais pas là au niveau du GPS si Pierre Belon n'avait pas posé les graines des services en France. Je pourrais citer Accor, Veolia, AXA, Honnête, Suez, Télécom, Orange, Edenred, etc., etc. Notre pays a su aussi également créer ou adapter des dispositifs innovants, créateurs de richesses et d'emplois dans les services. J'en citerai quelques-uns. Le plan Borloo en 2005, qui a créé les conditions d'un essor du secteur des services à la personne. C'était la première fois que ça arrivait à cette échelle en France. Un deuxième, peut-être moins connu, la délégation des services publics, qui est une invention nationale qui a permis l'émergence de champions français d'envergure internationale. Pourtant, un regard macroéconomique sur les services nous indique que la France décroche au niveau européen par rapport à ses principaux partenaires. L'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne connaissent un regain de dynamisme dans les services. Quant à la France, elle peine à retrouver le chemin de la croissance. L'évolution de notre pays est aujourd'hui divergente depuis 2012 par rapport à nos grands voisins en matière de croissance du chiffre d'affaires et des effectifs. Là où leur évolution est ascendante, nous stagnons.
Il faut donc changer de regard et oser une ambition nationale et européenne. La politique nationale revendiquée autour de cette ambition est aussi souhaitable que nécessaire. Il y a une place vacante dans le récit économique européen. Elle nous tend les bras. Il ne tient qu'à nous de nous en saisir. Le premier pays de la zone euro qui prendra cette initiative disposera d'un avantage indéniable sur ses partenaires. La France doit être ce pays. Nous devons avoir l'audace de nous emparer du leadership des services. Nous en saisir, c'est porter haut l'ambition et le potentiel de toutes les entreprises. Des services forts, cela veut dire plus d'emplois et plus d'intégration. Les services sont depuis longtemps et durablement le moteur de la création d'emplois en France. Aujourd'hui, 8 emplois sur 10 sont exercés dans le service au sens large, services marchands, commerce et services publics. La barre des 10 millions, je l'ai dit tout à l'heure, a été dépassée au deuxième trimestre 2015 dans les services marchands. Ils sont à l'origine de 80% des emplois créés aujourd'hui, une dynamique qui se poursuivra demain. Les services marchands sont actuellement la seule activité créatrice d'emplois salariés dans notre pays. Les services ont toujours affiché aussi une résilience forte, même en période de crise économique, un peu moins pour celle-ci, mais toujours là. Cette caractéristique se confirme pour celle que nous traversons actuellement. Les services créent l'emploi et pourraient en créer plus. La majorité des métiers en tension se trouvent dans nos secteurs numériques, hôtellerie, restauration, tourisme, services aux entreprises, transport et logistique, maintenance pour la construction ou l'industrie, ce n'est pas un hasard. Ces mêmes secteurs seront les principaux pourvoyeurs d'emplois dans les 10 prochaines années. La France compte aujourd'hui 10% de chômage. Ce taux s'élève à 25% chez les jeunes. Où peuvent aller les 140 000 décrocheurs qui quittent le système scolaire sans diplôme et toutes les personnes éloignées de l'emploi? Les services marchands, qui représentent aujourd'hui le principal réservoir d'emploi, sont la principale porte d'entrée vers des emplois offrant des perspectives de formation, d'évolution et d'employabilité pour les personnes éloignées de l'emploi. Les services offrent des emplois pour tous les niveaux de qualification. Dans les métiers à moindre qualification, elles jouent un rôle d'intégration dans la formation, l'évolution professionnelle et la professionnalisation. Dans les services à forte intensité de connaissances, elles permettent d'acquérir un haut niveau de qualification. L'enjeu pour ces entreprises est d'avoir accès à une main-d'œuvre bien formée, notamment sur des compétences en sciences technologiques, ingénierie et mathématiques, qui aujourd'hui sont en carence dans notre pays. On aurait besoin de 900 000 data scientists au niveau européen dans les 5 prochaines années. Nos secteurs proposent à notre pays un formidable potentiel, à hauteur des défis qu'il nous faut relever. Le monde change, les modalités du travail aussi. On a vu quelques exemples et quelques tendances dans l'étude Sociovision. Les formes de travail se diversifient aujourd'hui pour répondre à la mutation de notre modèle collectif. Pluriactivité, travail indépendant, contrat court sont des modalités d'emploi qui montent en puissance depuis plusieurs années. Et elles s'exercent majoritairement dans les services. La pluriactivité concerne à peu près en France actuellement 2,3 millions de Français. Ce mode de travail auparavant marginal devient de plus en plus prégnant. Il y aurait à minima 3 fois plus de salariés multi-employeurs dans les services que dans l'industrie. Il est certain que ces modalités de travail se développeront dans les années à venir. Qui dit flexibilité ne veut pas dire précarité. Et pour bien lutter contre la vraie précarité, il faut éviter les amalgames. Il nous faut donc accompagner le mouvement. Il est aujourd'hui nécessaire de prendre la mesure des nouvelles formes d'emploi qui sont apparues en dehors du salariat classique. Les services en sont le lieu d'expérimentation par excellence. Le développement d'un principe de flexibilité responsable s'impose en matière d'emploi pour permettre de concilier les besoins des entreprises et les besoins des collaborateurs. Tous les Français doivent pouvoir exercer leur activité multiple sous des formes différentes, tout en bénéficiant des mêmes droits et protections que les salariés en emploi unique. Alors pour conclure cette première partie, je dirais que dans l'ère des services, la performance des entreprises de services elles-mêmes est capitale pour elles-mêmes, mais que de leur compétitivité coût et hors coût dépendent également le développement des autres secteurs de l'économie, industrie, agriculture, bâtiment, commerce, indispensables à notre développement économique et social. La réalité de l'ère des services est une chance pour la France, car nous avons des atouts incontestables. En comprenant les mécanismes sur lesquels il faut jouer pour libérer notre potentiel de développement en France et en Europe, nous avons les moyens
de retrouver une dynamique de croissance durable et de création d'emplois dans les services, mais aussi dans tous les autres secteurs, d'offrir aux jeunes générations des perspectives de développement professionnel et personnel, de favoriser l'intégration des décrocheurs, d'accompagner la nécessaire politique d'immigration et de prendre le leadership européen dans le domaine des services. Les entreprises de services en sont convaincues et continueront, dans les mois à venir, à porter cette évidence et agir dans l'intérêt commun. Olivier, je vous cède la parole. Et merci beaucoup, Christian Ibourel. Et moi, je vais la céder tout de suite à Michel Maffezoli. Vous nous avez exposé ces nouvelles bases, ce changement du travail. Qu'est-ce que ça vous inspire, Michel Maffezoli? Ça ne faisait pas partie de vos mots-clés. Beaucoup de choses, ça m'inspire. Vous me donnez combien de minutes? 6 heures. Non, il faudrait beaucoup plus que ça. Comme Fidel Castro. Non, vous vous souvenez quand Camus dit « Mal nommer les choses contribue au malheur du monde ». Et il fait ça parce qu'il y a ce petit apologue chinois, l'empire se délite, l'empereur consulte le sage et le sage dit « il faut trouver les mots pertinents ». Et moi je trouve, si vous voulez, que aire de service, voilà un mot pertinent. Voilà déjà ma réaction. C'est-à-dire que les mots et les choses décrivent bien ce qui est en jeu et il faut insister sur cette idée de service. Mais alors 3 points, en vous écoutant je pensais à 3 points. Mon dada, mais je vous incite vraiment à réfléchir là-dessus. On est en train de quitter l'ère du je pour l'ère du nous. Et cela, on a du mal à le comprendre parce qu'on a été formé, encore une fois, par ce vieil individualisme. Mais oui, à cause des journalistes qui parlent que des individualistes. J'ai pas dit les journalistes, j'ai pas encore dit du mal des journalistes. Si vous voulez, je peux en dire, mais enfin, je peux en dire beaucoup même. Non. Regardez, quand se fonde l'individualisme, c'est le cogito. Actuellement, les jeunes générations, ils ont une petite formule, il faut savoir écouter cela. Je m'éclate. Dans ce « je m'éclate », c'est le contraire, encore une fois, de l'enfermement. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a de l'imitation. Alors, d'une faiblesse, ou de ce qu'on peut considérer une faiblesse, il faut faire une force. C'est les arts martiaux qui nous apprennent cela. Et je dirais que ce glissement de l'ère du jeu à l'ère du nous, comment cela se manifeste-t-il? Regardez cette petite copule, préfixe, co, ceci, co, cela, co, machin, etc. C'est le cum, c'est avec. Ça, c'est le partage. Voilà ce qui est corrélatif, à mon avis, du service et ce qui me semble être justement en connexion avec l'esprit du temps. Le paradigme, j'ai dit, c'est ça, une matrice. Il faut voir comment une matrice peut redevenir féconde. Et dernier point, sur ce que je vous entendais tout à l'heure, ce à quoi j'essaie de rendre attentif, c'est l'entièreté. Pas un morceau, pas le simple cerveau, mais l'entièreté de l'être. Et je pense qu'on obtiendra véritablement de la compétence que si on sait mettre l'accent sur l'appétence, l'appétit. Et c'est ça le qualitatif, vous voyez, c'est ça le nous, c'est ça l'équipe. Alors appelons-le comme on veut, on n'a pas à avoir le fétichisme des mots. Mais pour moi, l'ère du service, ce n'est plus l'enfermement dans la forteresse de son esprit, c'est le fait que je partage avec d'autres, d'où les nouvelles formes de solidarité et de générosité, qui là, dès lors, feront que qu'il n'y aura plus de 2 millions de jeunes Français qui partiront à l'étranger, mais qui, en effet, pourront aussi entreprendre ici. Marie-Josée Forissier, prenez les deux. Je ne sais pas si celui-là marche. Allez-y. Il marche. Il a l'air de marcher. Non, 2 choses qui sont... D'abord, une réaction toute simple à ce qu'a dit Christian Ibourel, c'est qu'en fait, je ne sais pas combien de Français ont même idée des chiffres que vous avez évoqués sur qui crée des emplois, où vont-ils, qu'est-ce qu'on peut faire pour une jeunesse qui, comme vous l'avez dit, est largement au chômage, mais qui est prête, malgré tout, à plus de volatilité et qui serait plus prête à considérer que perdre un emploi, ça pourrait devenir un non-événement. Pardon d'être brutal, mais c'est important. Donc ces chiffres sont relativement inconnus, donc il y a un énorme effort à faire. Absolument inconnus, oui. Ils sont inconnus. Même moi, j'étais un peu saisie de les découvrir. L'autre chose qui revient plutôt à ce que disait tout à l'heure Michel Maffezoli, je suis très sensible aussi aux mots et aux choses mal nommées. Et quand on remplace l'idée du travail par l'idée d'entreprendre et créer, ce qui est complètement dans l'air de l'émotion des jeunes générations, c'est extraordinairement important. C'est juste un petit commentaire mixte.
Mais Un mot là-dessus, alors, parce que ce n'est pas négligeable, vous voyez. Des entreprises qui ont le nez creux savent que, quand je dis on obtiendra de la compétence si on met l'accent sur l'appétence, c'est dans la mesure où on sait mobiliser ces autres paramètres que vont être le ludique, le festif, des trucs apparemment un peu à côté, et qui pourtant participent de ce qu'est la création. Je rappelle que juste avant l'ère moderne, ce qui fut un moment non négligeable, Florence la Belle, Florence ville du monde, eh bien c'était la conjonction des entrepreneurs, les banquiers, les Médicis, des artistes, Michel-Ange, Léonard da Vinci, et bien évidemment aussi des politiques, Guicciardini ou Machiavel. Et c'est cette conjonction holistique qui est, encore une fois, je dis, moi, cette mobilisation de tous les paramètres et pas d'un seul, l'entièreté de l'être. merci beaucoup à vous deux, Michel Mavessoli, Marie-Josée Forissier, sous vos applaudissements, bien évidemment.